ce soir. Les partis pris, eh bien ils sont pris par Routel Krief pour la politique, Pascal Ferry pour l'économie et Amnou Chalmani, bonsoir pour l'international. Je me réjouis d'avance d'entendre votre parti pris. Quel teasing. Et pas les nôtres alors. Mais on commence évidemment par un excellent parti pris par vous, Ruth. Non, parlons sérieusement. Et la question, parce qu'en effet, elle est sérieuse et grave. Peut-on faire tout et n'importe quoi sur les bancs de l'université sans en craindre les conséquences ? La vidéo qui montre ce qui s'est passé lors d'une conférence à l'université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis défraie la chronique. Racontez-nous, Ruth. Alors, le 13 octobre dernier, ici même, dans un parti pris, j'espérais que le cessez-le-feu de la guerre à Gaza allait aussi ramener le calme en France et notamment sur le front de l'antisémitisme dans les universités. Force est de constater que j'ai fait preuve d'un optimisme complètement naïf, puisque le média Léon, qu'il faut saluer, a réalisé un reportage édifiant sur une réunion organisée à Paris 8 Saint-Denis le 15 octobre dernier par un groupe d'ultra-gauche, au cours de laquelle on a pu entendre des discours d'apologie du terrorisme et de soutien au pogrom du 7 octobre. Écoutez. Condamnez-vous le 7 octobre ? Voilà, nous étions préparés à ce soutien inconditionnel, à la résistance héroïque du peuple palestinien et à cette résistance principalement qui passe par la lutte armée. Et donc le 7 octobre, nous y étions prêts. Voilà, évidemment, c'est extrêmement choquant. J'ai pas besoin de sous-titres, puisque je précise que les militants du Hamas qui se sont livrés au massacre du 7 se sont vantés d'avoir tué des Juifs et des Israéliens, bien sûr. Alors, dans cette vidéo, un des intervenants affirme aussi que la France doit aussi s'armer. Écoutez. Armons-nous de cette détermination à mettre en acte cette indomptable résistance pour nous engager en première ligne, pour qu'en France également, l'étincelle embrase toute la plaine. Bon, donc trouble à l'ordre public évident, puisque c'est une forme d'appel à la rébellion, et on le sait, les services de sécurité de l'université n'ont pas pu faire grand-chose face à cette réunion, et donc à partir de là, on a un très grand nombre de questions. Lorsque les organisateurs de cette réunion informent la direction qu'ils vont réunir des étudiants, que fait cette direction ? Elle ne s'informe pas sur les intervenants. Parce qu'en l'occurrence, c'était le militant FPLP Georges Ibrahim Abdallah, récemment libéré des prisons françaises, qui avait purgé une peine de perpétuité pour terrorisme. Personne ne s'est interrogé sur les risques de débordement au vu du pédigré des organisateurs venus de l'ultra-gauche. Ce Georges Ibrahim Abdallah, qui finalement n'est pas intervenu, mais c'est une autre personne du FPLP, qui est un mouvement classé comme terroriste, il a été présenté comme un héros dans cette réunion, alors que, comme je vous le disais, il avait été condamné à perpétuité. Alors l'université se défend en affirmant que le meeting était présenté sous un autre format, je le cite, avec un autre programme et sans invité annoncé. Il a pris le jour même le titre de grand meeting anti-impérialiste sans que les services de l'université n'aient été préalablement informés. Alors, ça veut dire que personne ne contrôle ce qui se passe au sein d'un établissement public. Il n'y a pas de responsable de l'ordre dans les murs d'une institution. Dans ce contexte inflammable qu'on connaît, aucune alerte ne se déclenche lorsque on voit qui sont les organisateurs, les signataires, quand on demande à occuper un amphithéâtre de l'université. On n'essaye pas d'en savoir plus sur un événement programmé. Et dans ce cas-là, si on se rend compte à la dernière minute que c'est peut-être pas très fréquentable et très acceptable, pourquoi est-ce qu'on ne refuse pas ? Ce sont des questions vraiment auxquelles il faut répondre, parce que c'est une question, elle pose vraiment la question de l'autorité et du contrôle dans les administrations et dans les institutions publiques. L'université, c'est un lieu public. Alors qu'une loi, en plus très explicite du 31 juillet dernier, énonce des règles strictes pour lutter contre l'antisémitisme et le racisme dans les universités,
Aucune mesure n'a donc été prise depuis. Cette loi, elle prévoit notamment que les établissements supérieurs mettent en place des dispositifs de signalement en amont et après des actes répréhensibles. D'ailleurs, aujourd'hui, le ministre des Universités, Philippe Baptiste, a tout de suite exprimé tout simplement son dégoût et il annonce qu'il convoque la direction de l'université pour obtenir des explications et il demande au rectorat de saisir le procureur de la République. Il veut effectivement faire intervenir le procureur de la République parce que vous avez vu quelques extraits, mais si vous écoutez la vidéo dans son ensemble, à chaque instant, il y a des atteintes à l'état de droit. C'est absolument évident. Alors, je me souviens que lorsque cette loi contre l'antisémitisme dans les universités avait été votée, le 31 juillet dernier, on avait entendu des commentaires du type vraiment, est-ce que c'est nécessaire ? Franchement, on n'en fait pas un peu trop sur cette question, quoi. Apparemment, c'est pas le cas. Et cette loi, elle avait été adoptée à l'unanimité, sauf LFI et le groupe GDR, Gauche démocratique républicaine, ce sont les communistes en fait, qui avaient voté contre. Alors, son utilité, elle est démontrée ce soir. Reste à démontrer son efficacité. Et là, c'est un peu moins clair, parce que selon le même média Léon, le même meeting s'est tenu à Rennes quelques jours plus tard. La même tournée a continué. Voilà pour la situation dans les universités. Alors, je dis pas du tout qu'elle est globale, parce que on a beaucoup parlé de Sciences Po, de Sciences Po Strasbourg, etc. Il y a des situations qui sont beaucoup apaisées. Il faut absolument le reconnaître et rendre hommage à ceux qui l'ont réglé. En revanche, il y a encore des choses qui sont inadmissibles. Il y a des professeurs qui veulent donner des cours qui se retrouvent dans des amphis vides parce qu'il y a eu une forme d'appel au boycott, au boycott des cours. En l'occurrence, je pense à Yanis Roder, qui est un professeur extraordinaire et qui a pas pu faire un cours sur la Shoah récemment. Et c'est un peu tous les jours. C'est une forme de loi parallèle, vous voyez, qui s'est installée à un moment et qui continue malgré la vigilance qui doit absolument s'installer. Vous avez raison, il faut plus de vigilance. Je précise que c'est quand même compliqué parce qu'il y a beaucoup d'événements qui sont organisés à l'université. Moi, j'en ai organisé quand j'étais étudiante. Et si je présente un programme et qu'après, je fais autre chose derrière, c'est compliqué aussi pour les proviseurs de vérifier. C'est pas toujours simple. Si je puis me permettre, là, on est quand même avec des organisateurs qui sont quand même connus, enfin que les universités sont censées connaître. J'ose espérer, parce que sinon ça veut dire que qu'ils savent pas où ils habitent et qu'ils ont rien à faire à la tête d'université. Que moi, la question que je me pose, c'est comment, par quelle dégénérescence mentale, tout d'un coup, ces 2 dernières années, au fur et à mesure, parce que là, l'amphi était plein et les gens applaudissaient. Quand vous regardez la vidéo en entier, c'est glaçant. C'est comment le meurtre, dans l'enthousiasme, parce que je le répète, moi, ce qui m'a le plus piqué quand j'ai vu les images du 7 octobre, c'était la joie des meurtriers, des terroristes, qui appelaient leurs parents avec le portable des victimes, disant « j'ai tué 10 juifs à main nue ». Une femme, et envoyer la femme derrière, on sent des images mais insoutenables, que le meurtre de civils, de femmes, d'enfants, de familles entières, de séquences de torture a pu devenir quelque chose de désirable dans les universités françaises, de privilégié. On fait souvent la comparaison avec le Vietnam. Mais pardon, au moment des années 60 et des manifestations contre le Vietnam, c'était des gamins de 20 ans, de 18 ans, qu'on allait envoyer à la mort, qui allaient se battre pour une cause qu'ils trouvaient injuste, pour une cause dans laquelle ils étaient, impliqués physiquement, vitalement. Là, on est dans une université de gamins, qui sont nourris à la petite cuillère, qui ont accès aux études supérieures gratuitement dans un pays qui a ce privilège qu'est la France, pour se faire nourrir de la pulsion de mort. Le meurtre, c'est bien, et d'applaudir... Non, mais il y a vraiment une dégénérescence mentale et intellectuelle qui m'échappe. Donc quand on tient une université, le but c'est de faire de ces enfants des adultes émancipés. Parce que là, c'est encore des enfants dont le cerveau est pas fini. Et là, on est en train de les transformer en monstres qui espèrent qu'un 7 octobre arrivera en France. Mais pour tuer qui ? Elle est où leur liste ? Moi, ça m'intéresse de savoir. Qui veulent tuer qui ? Ils veulent mettre le feu à quoi ? Qu'est-ce qui est tellement terrifiant en France ? Sérieusement ?
C'est la haine, Amnous. Et on va absolument pas chercher ce soir à trouver la moindre explication. Je précise que le ministre de l'Enseignement supérieur va réagir justement à ce qui s'est passé à 20h15 sur LCI face à Darius Rochebin. Je voudrais qu'on passe à l'économie avec vous, Pascal, avec cette question. Et si c'est Nicolas qui paie, vous savez ce slogan, avait raison. Alors, on a choisi ce titre, Minute Papillon. Pourquoi ? Parce que c'est un truc de boomer. C'est quelque chose que mes parents disaient. Entre nous. Minute Papillon. Oui. Enfin, on peut se le dire entre nous. Oui. Alors, effectivement, on a un rapport du Haut Commissariat au Plan qui explique ou qui cherche à expliquer à travers des éléments très documentés le désenchantement de la jeunesse. Et ce mouvement que vous évoquez, là c'est Nicolas qui paye, c'est un mouvement assez large aujourd'hui sur Twitter, qui s'appelle maintenant X, de jeunes qui disent, voilà, la société elle repose un peu sur nos épaules et tout se fait à notre détriment et en faveur des boomers. Les boomers sont des gens qui sont nés en 1900, à partir de 1945, enfin au lendemain de la guerre si vous voulez. Alors, c'est Jean et Marie, nés en 1949. Pourquoi d'ailleurs Jean et Marie ? Parce que j'ai cherché à savoir quels étaient les prénoms les plus donnés pendant cette séquence. Et ces Jean et Marie, en quelque sorte, bénéficieraient, si vous voulez, du travail des jeunes aujourd'hui. Alors, il y a d'abord une réalité démographique qui est absolument incontestable, mais qui explique beaucoup, d'ailleurs, la situation. C'est que les moins de 30 ans aujourd'hui, autrement dit les Nicolas, si vous voulez, ne représentent plus qu'un tiers de la population française. Au rythme où nous allons, d'ailleurs, dans une dizaine d'années, il y aura plus de personnes de 65 ans et plus que de jeunes de 30 ans et moins. Or, vous avez tous compris, les jeunes de 30 ans, c'est les actifs. C'est ceux qui payent effectivement le modèle social. Deuxième élément, les jeunes passent des diplômes, ils font des études. Il y a beaucoup plus de diplômés de l'enseignement supérieur aujourd'hui qu'il y en avait par exemple en 1975. Vous en avez 1 sur 2 contre 1 sur 5 diplômés de l'enseignement supérieur en 1970, dans les années 70. Simplement, le rendement des diplômes s'est dégradé et vous avez des gens qui ont fait de longues études et qui aboutissent à des jobs qui sont souvent des jobs mal payés. Les jeunes d'aujourd'hui ont pourtant des revenus qui sont supérieurs à ceux de 1975, mais quand on regarde le détail, on s'aperçoit que le revenu d'ensemble de la population française a plus progressé que le revenu de ces jeunes gens. Et il y a évidemment une autre question qui est centrale, qui exprime une partie du ressenti. Alors ressenti, vous voyez, je ne veux pas être flou dans la formule, peut-être que c'est la réalité, mais en tout cas c'est ressenti comme ça, c'est la question du logement. Accéder à un logement aujourd'hui pour un jeune qui n'a pas d'apport, qui n'a pas de parents, qui n'est pas un héritier si vous voulez, c'est extrêmement compliqué. Le taux d'effort des jeunes pour accéder à un logement est particulièrement lourd. Alors tout ceci est vrai, mais c'est là que je dis minute papillon, il y a quand même un certain nombre de nuances. D'abord, la jeunesse des boomers n'a pas été un chemin de roses. Oui. Je me rappelle, je suis né en 1959, je me rappelle de mon père qui était ouvrier typographe, qui allait chercher du charbon à la cave. On n'avait pas le confort d'aujourd'hui, on n'avait pas non plus les besoins d'aujourd'hui. Vous savez, ce qu'on appelle une société d'abondance en économie, c'est une société non pas dans laquelle il y a beaucoup de choses, mais dans laquelle il y a peu de besoins. Et on avait probablement beaucoup moins de besoins à satisfaire. On était heureux avec des choses beaucoup plus simples. Jusqu'aux années 60, il faut se rappeler aussi que la vie dans la société française a été compliquée. De 1945 à 1960, il y a toujours des privations. L'alimentation n'est pas revenue dans les villes et les années 60 qu'on présente comme des années formidables, des années d'yéyé, ont été des années de progrès pour la société française, mais pas partout et pas pour tous. Et puis enfin, je voudrais ajouter que les boomers ont beaucoup travaillé, beaucoup plus que 35 heures par semaine, avec 5 semaines de congés payés. Il y a une conclusion à tout ça. La conclusion, elle sera favorable à la jeunesse. C'est que les boomers vont finir par disparaître. Vous savez, en démographie, on parle de la grande transmission. Dans les 10 années qui viennent, 9 000 milliards de dollars. Vous vous rappelez du poids de la dette ? 3 300. 9 000 milliards de dollars vont passer d'une génération à une autre, ce qui signifie donc que la fortune des boomers sera transmise, y compris aux jeunes, et d'ailleurs surtout aux jeunes qui ont parfois raison de se plaindre aujourd'hui en France.
Excellent rappel. Et c'est bien de ne pas oublier ce qu'a été les années 60, parce que parfois on a une tentation d'édulcorer ou de réécrire l'histoire. Passionnant, Pascal. L'international, avec vous, Amnous, vous dénoncez l'hypocrisie des mollahs après le mariage d'une femme sans hijab qui fait scandale. C'est pire que ça, c'est au-delà d'une hypocrisie, c'est vraiment un système qui est mis en branle par cette vidéo. On y voit le mariage de Setoyesh Shamkhani, vous la voyez à l'écran, célébré en avril ou mai 2024 à l'hôtel, luxueux hôtel Espinas Palace de Téhéran. Les images ont été diffusées sur les réseaux sociaux le 19 octobre. Et qui voit-on ? Le monsieur que vous voyez, l'amiral Ali Shamkhani, 70 ans, je reviendrai sur ce personnage. Il accompagne sa fille dans l'allée selon la tradition occidentale. Selon la tradition iranienne, les mariés rentrent ensemble. Vous voyez la mère, alors vous la voyez largement décolletée, les cheveux, enfin totalement habillée à l'occidental. À côté, vous voyez sa mère, donc la femme de l'amiral, qui a une robe bleue, tout aussi décolletée, dos nu, à un moment on le voit. Elle est totalement mariée, enfin totalement libre, et mariée avec l'amiral, encore une fois, tout va bien. La cérémonie aurait coûté environ $57,000 et de nombreux membres de l'élite politique politique iranienne était présente, et tout ça avec beaucoup de musique et de chansons. Enfin, ça a dansé. Je suppose que ça a bu aussi. On n'a pas les images où ils ont bu. Alors pourquoi cette vidéo fait scandale ? Ali Shamkhani n'est pas n'importe qui. Il est l'un des fondateurs du corps des gardiens de la Révolution islamique, commandant de la marine des gardiens de la Révolution pendant la guerre Iran-Irak, seul membre de l'establishment iranien à avoir commandé à la fois la marine des gardiens de la Révolution et celle de l'armée régulière. Ce n'est jamais arrivé. Il a aussi été ministre de la Défense sous le président Khatami, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale jusqu'en 2023, qui est l'organe décisionnel suprême en matière de sécurité. Il est d'ailleurs toujours le conseiller militaire du guide suprême Ali Khamenei, membre du Conseil de discernement de l'intérêt du régime, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a l'air important, représentant de Khamenei au Conseil suprême de la défense. C'est lui qui est à la tête de l'intervention iranienne en Syrie, en Irak contre l'État islamique. Il a été impliqué dans les négociations avec les États-Unis sur le nucléaire iranien. C'est lui qui supervise aujourd'hui les accords avec les Iraniens. Ça fait beaucoup. Et surtout, en tant que secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale 2022, c'est Ali Shamkhani qui est directement responsable de la très brutale et lourde répression qui s'est abattue sur les manifestants après l'assassinat de Mahsa Amini. Je le rappelle pour les distraits, 551 personnes ont été tués, dont 68 mineurs, 19 262 personnes arrêtées, des centaines de manifestants exécutés sans procès, des familles qui ont été harcelées, menacées de mort pour ne pas réclamer justice. Voilà de quel homme on parle, qui fait un mariage à l'occidental, qui coûte une blinde dans un pays où l'inflation atteint les 40%, où des centaines de milliers d'Iraniens souffrent de malnutrition et où les jeunes gens ne peuvent pas se marier parce qu'ils n'ont pas les moyens. La famille Shamkhani, c'est le népotisme et la corruption de l'élite iranienne. Ses fils sont tous impliqués dans le pétrole. Son gendre possède un empire immobilier. Et en 2023, s'il a dû démissionner du super conseil de sécurité intérieure, c'est qu'il a été révélé par la presse iranienne qu'il était lié à Naji Sharifi Zindoshti. Ça vous dit rien, mais c'est un grand trafiquant de drogue qui collabore depuis des années avec la Colombie et les gardiens de la Révolution. Donc cette affaire, elle éclate pas n'importe quand. Elle éclate à un moment, quelques jours, juste, c'est pour ça que la vidéo est sortie maintenant, après l'annonce par le régime du déploiement de 80 000 nouveaux gardiens des mœurs qui vont aller dans la rue pour appliquer le plan Nour, le plan Lumière, pour forcer les femmes à porter le voile qu'elles retirent depuis les manifestations après la mort de Mahsa Amini. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'une loi va commencer à être appliquée. Elle a été votée en juin 2025. Des peines de prison et de flagellation pour les femmes et les filles à partir de 12 ans, je dis bien 12 ans, qui ne portent pas le hijab en public. Les autorités ferment les commerces dont les employés ne portent pas correctement le voile et le régime intensifie la surveillance vidéo pour attraper un maximum de femmes. Avoir ces images d'un des plus grands bourreaux de la monarchie entouré de tant de seins décolletés, dansant et chantant, nous dit une seule chose. Et je trouve que Mazieh Alinejad, flamboyante et indispensable militante des droits humains irano-américaine, le dit très bien. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est le système. Cette robe de mariée décolletée, elle dit une chose. Elle ne menace pas juste son père, elle menace tout un système qui l'a fait l'aveu que dans le privé, grâce à ses moyens, elle peut vivre à l'occidental et profiter de tous les privilèges des occidentaux, mais que
La violence est exercée sur tous les autres Iraniens qui, dès qu'ils bougent un cil ou montrent un bout de cheveux, parce que Mahsa Amini a été assassinée un bout de cheveux, pour un bout de cheveux qui dépassait, et eux, ils ne méritent pas ça. Donc, c'est là où je vous dis que la monarchie ne tient qu'à un décolleté de femmes et que, je le répète encore ici aujourd'hui, l'été prochain, à Téhéran, via Tel Aviv. Merci beaucoup, Amnous. Ah, je vous avais dit que ça valait la peine, hein, ce parti pris. Vous êtes d'accord, Ruth, et vous êtes d'accord, Pascal. Merci d'avoir été avec nous pour 24 heures.